Bienvenue à la Nuit des Temps pour un voyage extraordinaire dans le temps et dans le temps sous toutes ses formes. Et le premier voyage dans le temps que je vous propose, c'est un saut dans le futur d'une année, donc en 2022, pour la Nuit des Temps 2022 et un très grand nombre d'événements qui seront organisés un peu partout en France par la Société française de physique et en particulier ici, à Lille. Alors vous l'avez compris, la pandémie fait que nous devons malheureusement renoncer à organiser l'événement tel que nous l'avions imaginé initialement. Mais pour vous faire patienter, nous vous proposons aujourd'hui une conférence Peser avec le temps, une conférence qui sera donnée par Philippe Verkerk, qui est chercheur, physicien, chercheur CNRS au laboratoire de physique des lasers, atomes et molécules à Villeneuve-d'Ascq, ici. Alors, comme vous le voyez, je suis en compagnie d'un pendule, un pendule à seconde précisément. Et bien, Philippe Verkerk vous expliquera pourquoi ce pendule est indispensable pour que vous puissiez peser vos carottes avec beaucoup de précision. Voilà, Philippe, je te laisse la parole. Merci Daniel. Donc, peser avec le temps, le titre vous aura peut-être interpellé. Et le sous-titre, le projet Gravitant, ne vous aura pas beaucoup aidé. Ce projet Gravitant est une collaboration entre le laboratoire de physique des lasers, atomes et molécules ici à Lille et l'Observatoire de Paris, plus précisément, le laboratoire, le CIRT. Et cette collaboration s'est faite dans le cadre d'un LabEx qui est le LabEx First TF. Vous vous demandez sans doute quel lien je peux trouver entre le pèse-personne qui est là et l'horloge comtoise qui est ici. Alors on pourrait se dire qu'elles partagent un cadran circulaire qui donne l'indication qui nous intéresse. On peut aussi trouver qu'elles ont une forme globalement rectangulaire, allongée, haute. Mais en réalité, la comparaison va au-delà de ce simple aspect extérieur. Donc, revenons sur le pèse-personne. Le pèse-personne, il indique votre masse en kilogrammes, mais en réalité, ce qu'il mesure, c'est la force qui vient s'exercer sur le plateau, et donc il mesure votre poids. Entre les deux, entre la masse et le poids, il y a un coefficient de proportionnalité qui est l'accélération de la pesanteur que l'on note petit g et qui vaut communément 9,81 mètres par seconde au carré. Est-ce que cette accélération de la pesanteur est la même partout? En fait, est-ce que l'indication d'un pèse-personne est la même partout? Eh bien non, on le sait maintenant depuis une cinquantaine d'années, sur la Lune, les indications d'un pèse-personne seraient 6 fois moindres que sur Terre. Alors, limitons-nous à la surface du globe, et même à la surface du globe, la réponse est non. Aujourd'hui, on sait, on a bien mesuré et bien compris que l'accélération de la pesanteur n'est pas la même partout, et lorsqu'on indique une valeur de 9,81 comme je l'ai fait ici, il faudrait préciser que cette valeur est à Paris. Alors, tout ça est bien connu, bien mesuré. On dispose aujourd'hui d'appareils comme celui-ci, qu'on appelle un gravimètre, et qui permet de mesurer l'accélération de la pesanteur n'importe où. C'est en gros transportable, et vous pouvez aller l'installer dans votre salon si vous voulez connaître l'accélération de la pesanteur et donc votre masse réelle à partir de l'indication de votre pèse-personne. Alors, pourquoi mesurer l'accélération de la pesanteur? Bien, la principale raison, c'est parce qu'elle varie. Et pourquoi est-ce que l'accélération de la pesanteur varie? En fait, c'est parce que la Terre n'est pas une sphère parfaite. Si la Terre était une sphère parfaite, on aurait partout une accélération de la pesanteur valant globalement 9,8. Mais la Terre est légèrement aplatie au pôle, ce qui fait qu'on rajoute un chiffre, et donc cette fois-ci c'est 9,81, comme je le disais tout à l'heure, à Paris.
Si maintenant on tient compte des montagnes, des fosses océaniques et des irrégularités de la surface, en fait, on va de nouveau ajouter un chiffre, et donc ce sera 9,814. Si on tient compte aussi du fait que la Terre n'a pas une densité uniforme, on va devoir tenir compte des anomalies de densité interne, et on va donc avoir des variations sur le chiffre suivant. Là où apparaît l'intérêt fondamental, on va dire, de la gravimétrie, c'est qu'elle permet aussi de repérer les grands réservoirs, en particulier les nappes de pétrole, et à condition, bien évidemment, d'aller chatouiller le 5e chiffre après la virgule pour l'accélération de la pesanteur. Au-delà, il y a l'effet de la Lune, donc l'attraction des marées, qui fait qu'on a des variations sur le 6e chiffre. Et si on tient compte des grandes constructions, des édifices qu'il y a dans les grandes villes, on va encore devoir rajouter un chiffre significatif. Notons que les technologies mises en œuvre pour le gravimètre que je vous ai montré tout à l'heure sont très proches des technologies mises en œuvre pour les horloges atomiques. Donc là, on a la première horloge atomique qui a été construite. Ça, c'est des horloges un peu plus modernes. Et ça, c'est une expérience de laboratoire pour les horloges à atomes froids. Donc les horloges à atomes froids, c'est les dispositifs les plus précis dont nous disposons aujourd'hui. En gros, si on avait construit 2 horloges à atomes froids au début de l'univers, eh bien, les indications de ces 2 horloges différeraient de moins d'1 seconde aujourd'hui. Donc, ça, on va remonter un petit peu dans le temps et on va prendre un livre du XVIIIe siècle que je vous ai apporté et donc qui concerne la théorie des êtres sensibles, à comprendre non pas dans la sensibilité comme on l'entend aujourd'hui, mais simplement de ce qui est palpable, ce qu'on peut toucher. Et c'est un cours complet de physique qui a maintenant 250 ans. Et si on l'ouvre à la page 287, on trouve le phénomène numéro 3, qui est la pesanteur, où la force accélératrice qui sollicite les corps à descendre n'est pas égale dans toutes les contrées de la Terre, plus grande sous les pôles qu'en France, elle est plus grande en France que sous l'équateur. Alors suit après toute l'explication, mais avant d'aller dans cette explication, je vais revenir sur la mesure du temps telle qu'on la faisait il y a 3 siècles ou un peu plus. Mesurer le temps, au début, en fait, on a introduit le cadran solaire ou le gnomon, globalement au 3e millénaire avant notre ère. Et en fait, le gnomon, c'est donc simplement un dispositif qui va indiquer, non pas l'heure, mais il va indiquer midi. Lorsque l'ombre du stylet est la plus courte, en fait, il est midi au soleil. Ensuite, on peut, comme on le voit ici, subdiviser l'intervalle en segments, mais ce n'est pas réellement une définition propre des heures. Une autre façon de mesurer non pas le temps absolu, mais plutôt des durées, c'est la clepsydre, où en fait on a un récipient percé, donc un récipient que l'on va remplir d'eau, et l'eau va s'écouler par le petit trou qui est au fond, et va mettre donc un certain temps, un temps constant à se vider, et ou alors le sablier, qui est pareil, l'écoulement du sablier va durer un certain temps, et ces 2 outils, en fait, vont servir en particulier à limiter la durée d'un exposé, la durée d'un discours pour les orateurs. Alors, autant pour le cadran solaire et la clepsydre, j'ai choisi des images d'objets anciens.
Pour le sablier, j'ai préféré prendre une photo qui date de 1968, et il est quand même assez surprenant de penser qu'au moment où l'homme pose le pied sur la Lune, eh bien, on utilise encore un sablier pour limiter le temps des discours, le temps de parole d'un orateur. L'inconvénient du cadran solaire, comme vous le savez bien, c'est qu'il n'indique l'heure que le jour, et encore faut-il que le soleil soit là, ce qui ne se produit pas absolument tous les jours. Pour pallier ce défaut, pour aller au-delà de cette limite qui est d'utilisation de la nécessité d'avoir la présence du soleil pour connaître l'heure, on a introduit les horloges à feu. Donc ici, c'est une lampe à huile où on a gradué le niveau sur le côté de la lampe à huile, et ainsi, au fur et à mesure que la lampe brûle, l'huile est consommée, et en mesurant le niveau restant d'huile dans le réservoir, on a une bonne idée de l'heure, du temps qui s'est écoulé. On peut avoir soit des chandelles, soit des lampes à huile graduées. Les horloges mécaniques sont apparues à la fin du XIIIe siècle. Ici, je vous montre l'horloge astronomique de Prague, qui date du début du XVe. Et ces horloges sont très commodes, puisqu'il suffit en fait de les remonter, mais elles ne sont pas très précises. Et c'est seulement en 1656 que Huygens propose l'utilisation d'un pendule pour améliorer la précision des pendules et des horloges. Donc là, sur la gravure ici, on voit Huygens présentant son horloge à Louis XIV. Et en fait, cette horloge, ce qui est dit dans la légende, c'est qu'elle n'avançait ou retardait que de 15 secondes par jour. Et c'est à comparer au quart d'heure d'incertitude des autres horloges à cette époque-là. Alors, le pendule à seconde. Le pendule à seconde, c'est un dispositif entretenu qui est réglé de sorte que le balancier passe à la verticale toutes les secondes. Alors, la durée de la seconde est définie par le jour solaire moyen, c'est-à-dire que par définition, 24 heures, c'est 86 400 secondes. Et si vous voulez régler votre pendule à seconde, eh bien, vous devez suivre la course du soleil et compter le nombre d'oscillations que votre pendule a fait pendant une journée avant de pouvoir corriger. Donc, régler un pendule à seconde, ce n'est pas instantané, il faut attendre plusieurs jours avant d'atteindre la précision recherchée. Le lien entre la période d'oscillation du pendule et l'accélération de la pesanteur a été défini par Huygens dans un mémoire daté de 1659, mais publié seulement en 1703. Et il y dit « Le temps d'une très petite oscillation est au temps de la chute verticale d'une hauteur égale à la moitié de la longueur du pendule, comme la circonférence d'un cercle est à son diamètre. » Donc, ce qu'il faut comprendre dans ces phrases, c'est que le « est au » signifie qu'on a défini un rapport. Donc, quand on définit le rapport de la circonférence d'un cercle à son diamètre, eh bien, on a trouvé pi. Et si on traduit cette phrase en langage moderne, on trouve simplement que la période du pendule vaut 2π fois la racine carrée de la longueur du pendule divisée par l'accélération de la pesanteur, petit g. Maintenant, revenons à notre livre du XVIIIe et regardons l'explication. La démonstration de ce phénomène est fondée sur une découverte singulière qui a été faite depuis moins d'un siècle, savoir qu'un même pendule à seconde met plus de temps à faire ses vibrations ou oscillations
vers l'équateur qu'en France que vers les pôles. Donc, il donne ensuite l'image du pendule à seconde, donc avec ici schématiquement un engrenage qui va entretenir le mouvement du pendule, et on reconnaît ici une masse pesante qui va faire des oscillations. Et donc un pendule de ce type fait environ 1 mètre de long pour qu'il batte effectivement la seconde. L'histoire, donc, résumée ici, dit que M. Richer, s'étant transporté en Cayenne en 1672 par ordre du roi pour y faire des observations qu'on ne pouvait pas faire en France, observa le premier, avec étonnement, que son pendule de 3 pieds 8 lignes et 3/5 de longueur, lequel faisait exactement à Paris ses oscillations en 1 seconde de temps, n'était plus exact dans l'île de Cayenne, où chaque oscillation durait un peu plus d'1 seconde. En fait, donc en résumé, M. Jean Richer part pour Cayenne en 1672 pour faire des observations astronomiques. Et en fait, il est chargé par son supérieur, Cassini, d'aller observer, mesurer le parallaxe de Mars, pendant que Cassini lui-même restait à Paris pour faire les mêmes mesures. Et l'objectif de ces mesures était d'évaluer le diamètre de l'orbite terrestre. Donc, pour faire des mesures précises et synchrones à Paris et à Cayenne, on avait donc besoin de connaître l'heure précisément, et donc il fallait avoir en gros le même pendule à seconde à Paris et à Cayenne. Donc, M. Richer, avant de partir, a soigneusement réglé son pendule à Paris, à côté du pendule de M. Cassini, et donc son pendule battait exactement la seconde à Paris. Arrivé à Cayenne, il vérifie en fait l'étalonnage de son pendule, donc opération qui prend plusieurs jours déjà, et il va compter en fait 148 secondes de moins chaque jour. Donc la seconde, son pendule met plus d'1 seconde pour faire une oscillation. Je rappelle que le jour solaire est toujours la référence. Donc quand on veut savoir si le pendule bat la seconde, il faut toujours attendre une journée entière pour se recaler sur le midi suivant. Donc en fait, tout se passe comme si le pendule était devenu trop long. Mais M. Richer étant un homme prévoyant, il avait emporté sa toise avec lui et il va vérifier que la longueur de son pendule n'a pas varié entre le départ et l'arrivée. Et il en conclut très surpris, parce que c'était donc un résultat inattendu et donc une découverte fortuite. Sa conclusion est que les corps pesants descendent plus lentement à Cayenne qu'en France. Alors il faut remettre un petit peu tout ça dans le contexte et dans la chronologie. Et en fait, cette expérience est de 15 ans antérieure à la publication par Newton de son fameux livre dans lequel il développe la théorie de la gravitation universelle. Donc, on a vraiment une découverte inattendue qui va en quelque sorte déclencher toutes sortes de recherches nouvelles, et tout le début du XVIIIe siècle sera marqué par des expéditions en Laponie, au Pérou, précisément pour mesurer cette accélération de la pesanteur. Donc tout ça, en fait, est bien évidemment, maintenant on le sait, est parfaitement compatible avec la forme de la Terre qui est aplatie au pôle à cause de la rotation, et c'est une hypothèse qui avait déjà été émise en 1659 par Huygens dans son même mémoire sur la force centrifuge. Donc les expéditions en Laponie et au Pérou ont confirmé en fait cette variation et ont étudié en détail la variation de l'accélération de la pesanteur pour vérifier en fait la forme du globe terrestre. On en arrive au projet Gravitant.
donc développé dans le cadre du LabEx FirstTF en collaboration avec le laboratoire CIRT de l'Observatoire de Paris. Et le but de ce projet est pédagogique. En fait, on veut en quelque sorte reproduire l'expérience de M. Jean Richet, tout en restant en France. On ne va pas se transporter jusqu'à Cayenne. Et essayer de faire toucher du doigt aux lycéens, aux étudiants, tous les problèmes qui peuvent se poser dans une mesure de précision de ce type, où on va donc essayer de mesurer les variations de l'accélération de la pesanteur. Donc si on regarde les chiffres, alors je commence par Lille, parce que nous y sommes, et parce que c'est aussi le point quasiment le plus au nord de France, et donc nous voyons qu'à Lille, on attend une accélération de la pesanteur de 9,9112, et donc c'est l'accélération de la pesanteur la plus forte qu'on ait en France. Et si on se transporte jusqu'à Toulouse, qui n'est pas le point le plus au sud qu'on ait en France, mais qui est déjà bien au sud, on voit que la différence entre les deux porte sur le troisième chiffre après la virgule. On a donc une variation relative de 7 10-4 qu'il faut comparer à la variation de 3 10-3 dont avait bénéficié M. Richet entre Paris et l'Équateur. Donc si on prend les deux valeurs extrêmes, Lille et Toulouse, en fait on en déduit que la période de notre pendule va varier d'une quantité qui est de l'ordre de 700 microsecondes, donc sur un pendule qui bat la seconde. Ça donne un peu les ordres de grandeur, et donc ça précise le niveau d'exactitude qu'il faudra atteindre. Donc le pendule, il est là. Il est composé en fait d'une tige en invar, donc c'est un matériau qui va avoir un faible coefficient de dilatation thermique. La masse pesante est une grosse lentille de laiton qui fait 20 cm de diamètre. Et en attachant astucieusement la tige d'invar dans le bas de la lentille de laiton, on va pouvoir compenser la dilatation thermique de la tige d'invar par celle du laiton, de telle sorte que la longueur du pendule ne changera pas s'il y a une variation de température, même notable. Au niveau de l'axe du pendule, on a des roulements à billes, donc, qui vont limiter au maximum les pertes et les frottements au niveau du roulement. Et on a installé une roue codeuse qui va donc mesurer l'inclinaison de la tige avec une précision de 1 millième de tour, c'est-à-dire en fait de l'ordre du tiers de degré. On pourrait bien évidemment lancer à la main le pendule et attendre simplement qu'il s'amortisse, mais on a préféré en fait avoir un système autonome, un système où on a mis à l'extrémité du pendule, on a ajouté un aimant et on a mis sur le socle des petites bobines, et on va en fait détecter le passage de l'aimant au-dessus des bobines et donner une petite pichenette pour entretenir le mouvement. Donc pour ça, il faut bien évidemment que j'alimente le système, et à ce moment-là, nous avons la possibilité d'effectuer une mesure donc, qui va être mise à jour ici. Alors pour faire les mesures, on a choisi un ordinateur monocarte de type Raspberry Pi, donc c'est une Pi 3, et on a utilisé en fait les possibilités de communication vers l'extérieur de cette Raspberry, et on a développé
une carte d'acquisition spécifique pour traiter les données du pendule. Tout ça est géré par un programme de contrôle en C, et on va sauvegarder les données en CSV sur une clé USB qui permettra ensuite le traitement ultérieur des données. Donc il y a deux niveaux de complexité pour les données. Il y a l'enregistrement de tous les instants, de tous les changements d'état de la roue codeuse. Et donc, c'est beaucoup de données à traiter. Et on a une autre information qui est la période et la durée du passage du balancier à la verticale. Et c'est ce qui est d'ailleurs indiqué sur l'écran là. En fait, toutes les secondes, les données sont actualisées. On a une demi-période d'un côté, le passage à zéro, la demi-période de l'autre côté, ainsi que la période mesurée et l'amplitude calculée. Mais en fait, on va faire un traitement systématique a posteriori. Donc on enregistre d'abord toutes les données et ensuite on va traiter ces données. Donc on va se limiter au cas du jeu de données simple où on a donc une impulsion à chaque fois que le pendule passe à la verticale, et la durée de l'impulsion correspond à un déplacement du pendule, une variation de l'angle d'environ 1/10 de degré. Donc on mesure deux choses, donc la période du pendule, ici, et la durée de l'impulsion. Et cette durée de l'impulsion, comme on connaît l'angle auquel ça correspond, on en déduit la vitesse lors du passage à la verticale, ce qui est la vitesse maximale, et de cette vitesse maximale, on peut en déduire l'amplitude du mouvement. Donc les premiers résultats sont présentés ici. On a en bleu la période, et en rouge, on a la durée de l'impulsion. Donc ce qu'on voit, c'est que la période augmente dans une première phase. C'est la phase où on entretient le mouvement du pendule et donc on met des impulsions de courant à chaque fois que le pendule passe à la verticale, ce qui va augmenter l'amplitude du mouvement, donc augmenter la vitesse maximale, donc diminuer la durée de l'impulsion. Donc la courbe rouge diminue. Après 1800 oscillations, c'est-à-dire 1 heure, puisque notre pendule fait une oscillation complète en 2 secondes, on éteint l'entretien, et à ce moment-là, on a un mouvement qui va être amorti lentement par les frottements résiduels au niveau du roulement à billes et les frottements avec l'air. Et on va avoir donc une durée de l'impulsion qui va augmenter, puisque le pendule ralentit, et en même temps, on va avoir une période qui va diminuer. Donc, c'est déjà ce que j'ai dit. Donc, la phase d'accélération, on a la période qui augmente et la durée du passage à la verticale qui diminue. On arrête l'entretien, c'est le programme qui l'a fait parce qu'on a atteint l'amplitude qu'on souhaitait atteindre. Et ensuite, on a une période d'amortissement où la période diminue et la durée de l'impulsion augmente. En fait, le pendule n'est pas isochrone, c'est-à-dire que sa période, en fait, dépend de l'amplitude du mouvement. Donc, Galilée, en 1638, avait affirmé que le pendule était isochrone, donc sa période devait... Galilée pensait que sa période ne dépendait pas de son amplitude, mais en fait, Huygens a démontré, toujours en 1659, que la période du pendule varie en fonction de l'amplitude du mouvement. Donc si on trace la période en fonction du carré de l'amplitude, en fait, on obtient globalement une droite. Et effectivement, on sait calculer, depuis Huygens, on sait calculer exactement la période du pendule en fonction de l'amplitude du mouvement. On sait aussi calculer la durée de l'impulsion en fonction de l'amplitude du mouvement. Donc, on saurait
exprimer directement les données, avec les données qu'on a. Donc on saurait exprimer la période du pendule en fonction de la durée de l'impulsion. Mais graphiquement, c'est jamais convaincant d'avoir une courbe bizarre qui vient ajuster des points expérimentaux, parce que c'est jamais très convaincant. On préfère en général avoir des droites, et du coup, au lieu de tracer directement la période en fonction de la durée de l'impulsion, on va préférer travailler un petit peu sur la durée de l'impulsion pour passer de la durée de l'impulsion à l'amplitude du mouvement. Et ensuite, comme on sait que la période du pendule varie linéairement avec le carré de l'amplitude de l'oscillation, on va donc tracer cette période en fonction du carré de l'amplitude de l'oscillation, et c'est ce qui est ici, et on obtient une belle droite. On voit que ça s'extrapole à un peu plus de 2 secondes. 2 secondes, c'est ici. Et là, en fait, on est 25 millisecondes de plus que les 2 secondes. Donc, du coup, cette variation va nous gêner parce qu'elle nous oblige à regarder sur une grande échelle, donc ici une trentaine de millisecondes, la période de notre pendule. Donc, on va préférer en fait soustraire la période du pendule idéal, c'est-à-dire la période de 2 secondes d'un pendule à seconde, mais qui varie avec l'amplitude. Et à ce moment-là, en fait, on va réduire les variations et on voit apparaître du bruit. En fait, le bruit n'est pas apparu. C'est simplement que maintenant on le voit puisque l'échelle est 30 fois plus dilatée. Et du coup, ce qu'on ne voyait pas parce que c'était perdu dans l'épaisseur d'un pixel, maintenant ici, on le voit par la largeur de la trace. Donc, la quantité qui va nous intéresser, c'est en fait le comportement ici de cette droite. Alors, la partie en bleu de la courbe, c'est ce qui est obtenu pendant la phase d'entretien, la phase où on met des impulsions dans les bobines pour amplifier le mouvement du pendule. Et en fait, clairement, l'entretien vient perturber fortement la mesure. Et on va donc ignorer cette partie de la courbe, puisqu'on ne saurait pas trop où faire passer une droite quand on a des points qui se répartissent, certes de façon régulière, mais pas du tout de façon alignée. En revanche, dans la phase d'amortissement, ici en rouge, on voit que globalement le comportement est celui attendu, c'est-à-dire qu'on a bien une variation de la période d'oscillation du pendule en fonction du carré de l'amplitude qui est linéaire, et on va donc extrapoler cette droite pour connaître l'intersection avec l'axe des ordonnées, et c'est ici le paramètre K0 qui est donné pour l'ajustement des variables, et on trouve donc que la période est de 2 secondes, ça c'est ce qu'on a soustrait, mais il faut lui ajouter 1 milliseconde et 56 microsecondes. Donc avec ce pendule, j'ai fait un premier voyage. En fait, je suis allé... j'avais organisé une école des Ouches, une école de physique à l'entrée de la vallée de Chamonix. Et donc, je suis parti de Lille avec mon pendule, mais avant de partir, j'ai fait une mesure qui me servira de référence. Donc j'ai une première mesure à Lille avant mon départ, où j'ai mesuré que la période de mon pendule était de 2 secondes, 1 milliseconde et 65 microsecondes. J'ai fait une escale dans la banlieue de Lyon, parce que le voyage était un peu long, donc je me suis arrêté à Craponne. Et là, comme j'avais un peu de temps devant moi, j'ai installé mon pendule dans le garage de mes beaux-parents et j'ai fait une mesure de sa période. Et cette fois-ci, j'ai obtenu 2 secondes, 1 milliseconde et 534 microsecondes. 2 jours après, donc, je suis reparti pour aller aux Ouches.
Alors les Ouches, c'est à peu près à la même latitude que Lyon, mais c'est beaucoup plus haut en altitude puisque c'est à plus de 1000 mètres, 1100 mètres. Et j'ai donc installé mon pendule. Et pendant que je faisais mes cours, le pendule enregistrait des données. Et j'ai donc pu mesurer aux Ouches une période de 2 secondes, 1 milliseconde et 818 microsecondes. Donc ça, on voit qu'il y a effectivement bien une variation de la période du pendule entre l'île et les Ouches. Mais pour que ce soit bien convaincant, il faut quand même aussi vérifier que, après mon retour à l'île, j'ai refait une mesure et j'ai trouvé qu'une valeur qui était très proche de la valeur initiale, bon, il y a une différence de 4 microsecondes entre la valeur avant mon départ et la valeur à mon retour. Si je compare les différentes courbes, on a toujours les phases d'amplification un petit peu bizarres, un petit peu tordues. Donc ici, pour les Ouches, en vert. En bleu, c'était dans la banlieue de Lyon. Et en rouge et en mauve, c'est les 2 courbes obtenues à Lille avant mon départ et après mon retour. Et en fait, donc, on n'exploite jamais le comportement des courbes bizarres lors de l'entretien, mais les courbes obtenues dans la phase d'atténuation sont toujours parfaitement droites et les courbes sont bien distinctes. En fait, elles ne se croisent jamais et donc on peut effectivement être confiant sur les résultats que j'ai présentés juste précédemment. Donc, en conclusion de ce projet, je dirais que ça marche. On a mesuré une variation de 2-10-6 sur la période entre l'aller et le retour, avec une incertitude statistique, donc sur une mesure qui est inférieure à 10-6. Donc jusqu'à présent, en fait, c'est un projet dans un stade de développement, de recherche. Maintenant, il reste à transformer ce projet en quelque chose qui soit directement accessible par les lycéens, les élèves ou les étudiants. Donc ça veut dire qu'il faudra construire un livret explicatif et puis établir un protocole expérimental détaillé pour que les étudiants puissent le suivre et refaire ces expériences, que ce soit à Toulouse, à Nice ou, je ne sais pas, à Rennes. Donc, en conclusion, l'accélération de la pesanteur dépend de l'endroit où on fait la mesure. C'est-à-dire que si vous montez sur votre pèse-personne ici à Lille, ou si vous montez sur votre pèse-personne à Cayenne, a priori, il ne va pas indiquer la même chose. Mais ce ne sera pas une diète très efficace, puisque, en gros, vous aurez perdu une centaine de grammes, et donc ce ne sera pas significatif. J'insiste sur le fait que maintenant c'est un résultat qui est bien compris, qu'on a bien intégré, que l'accélération de la pesanteur dépend du lieu, mais il faut bien noter que c'est une découverte tout à fait fortuite et inattendue qu'a faite M. Jean Richer il y a 3 siècles et demi finalement. Donc c'est une découverte quand même relativement récente. Donc la variation de l'accélération de la pesanteur en suivant Jean Richer peut être mesurée à l'aide d'un pendule pesant que l'on va déplacer. Et ce que j'ai montré, c'est que bien que la période du pendule dépende de l'amplitude du mouvement, il est facile d'en tenir compte et d'extrapoler finalement cette valeur pour en déduire la valeur aux faibles oscillations, aux faibles amplitudes, qui est effectivement ce qui va être directement relié à l'accélération de la pesanteur. Je vous remercie pour votre attention.